Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurent Saint-Martin. Je vais commencer avec Donald Trump. Pourquoi ? Parce que ce sera l'événement de ce mois de janvier. Le 20 janvier, Donald Trump est intronisé président des États-Unis. Et il l'a dit. Il a dit qu'il augmenterait fortement les droits de douane sur les produits européens, et donc notamment français, exportés aux États-Unis. Alors que ferez-vous ? Que répondrez-vous ? Que direz-vous à Monsieur Trump ? D'abord, Donald Trump, la France a déjà travaillé avec lui sous son premier mandat. Le président de la République, Emmanuel Macron, le connaît. On peut travailler ensemble. Et Donald Trump sait que la France est un pays allié, est un pays ami, avec qui on peut effectivement avoir des négociations. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui transige, c'est un transactionnel permanent et absolu. Et donc il faut être lucide sur nos désaccords avec l'administration Trump. Mais vous savez, l'administration Biden était également protectionniste. Et les politiques tarifaires étaient aussi difficiles vis-à-vis de l'Europe. Donc il faut être lucide sur nos désaccords et aussi se réveiller en Europe. Comprendre que ce monde qui bouge extrêmement fortement, pas que d'un point de vue commercial, mais puisque c'est mon sujet aussi d'un point de vue commercial, doit nous appeler à nous renforcer. Alors c'est vrai sur le plan militaire, mais c'est vrai aussi évidemment en termes de politique commerciale. L'Europe des Unis. Et je ne vous le fais pas dire, nous avons besoin de nous renforcer en Européens, dans une guerre commerciale qui évidemment ne commence pas avec l'investiture de M. Trump, mais a déjà commencé, évidemment, de continent à continent. L'Amérique du Nord, les États-Unis, la Chine, l'Europe ne doit pas regarder les trains passer dans la compétition économique mondiale. Elle a des atouts, l'Europe. Et la France en particulier. Je rappelle que la France est le pays le plus attractif d'Europe depuis maintenant 5 ans. On a le premier pays investisseur en France, vous savez qui c'est, Jean-Jacques Bourdin ? C'est les États-Unis. Donc les États-Unis, ils ont aussi besoin d'Europe. Donc on va négocier, on va travailler. Ça s'appelle du rapport de force. Et c'est sain en économie et en politique commerciale. Donald Trump est un impérialiste. Je ne sais pas si la vocation première des États-Unis est d'être un pays impérialiste. Je ne le crois pas. Je vois bien à quoi vous faites référence sur ces dernières déclarations, notamment sur le Groenland et d'autres. Panama, et le Canada. Mais à nouveau, nous avons Donald Trump est un négociateur, un transactionnel permanent. Et donc nous avons besoin de jouer ce rapport de force. Et ce que je voudrais surtout dire à ce micro ce matin, c'est que... On peut... Dans ces déclarations, d'ores et déjà, avant même qu'il soit président des États-Unis. Mais les États-Unis, Donald Trump, quelles sont ses priorités ? D'abord, les États-Unis. C'est l'America First. Ensuite, la Chine. Ensuite, les États-Unis. Et ensuite les États-Unis. Et ensuite l'Europe. Peut-être un jour la Chine ou l'Europe. Il faut être lucide par rapport à tout ça. Mais il faut d'abord aussi nous regarder nous-mêmes et nous renforcer. Jean-Jacques Bourdin, l'Europe a été en capacité à se renforcer et à faire des initiatives exceptionnelles, notamment pendant la crise Covid et au lendemain de la crise Covid. On a fait un endettement commun, vous vous souvenez, pour un fonds et pour une relance de 750 milliards d'euros qui nous a permis justement d'être au niveau à ce moment-là. Pourquoi on ne le ferait pas dans cette nouvelle guerre commerciale où on a besoin d'investissement en Europe ? Donc, on peut commenter les velléités, les provocations de tel ou tel chef d'État, et notamment Donald Trump. Mais je crois que la priorité, c'est d'abord de se mettre en ordre de marche nous-mêmes, face aux États-Unis, face à la Chine. Mais c'est extrêmement important, parce que tant qu'on sera dans le commentaire de l'autre, nous ne regarderons pas nous, et nous ne ferons pas en sorte d'être plus forts européens. On ne peut pas ne pas réagir aux propos de Donald Trump sur le Groenland, par exemple. Bien sûr. Et la réponse est très claire, c'est que le Groenland est un territoire européen et que donc il ne peut y avoir effectivement de telles provocations là-dessus. Quels moyens avons-nous de répondre à Donald Trump ? Mais écoutez, je ne crois pas que Donald Trump fera une pénétration armée au Groenland, si c'est votre question. Je n'y crois pas une seule seconde. L'annexion du Groenland par les États-Unis, est-ce acceptable ? C'est un territoire sous tutelle danoise. C'est d'abord aux Danois de s'exprimer là-dessus. Et évidemment que c'est un territoire donc européen et que donc il ne saurait y avoir non seulement d'ingérence, mais au-delà de fantasmes sur la pénétration américaine sur ce territoire. Oui, annexion. Je dis bien annexion parce que le mot est employé. Annexion, comme pour le Panama d'ailleurs. Comme pour le Panama, pour le canal du Panama. Mais écoutez, Donald Trump est investi dans quelques jours. Oui. D'accord ? Nous verrons bien à l'aune des discussions qui seront les nôtres
entre Européens. Et je crois qu'il est d'ailleurs nécessaire que nous soyons le plus unis aussi dans les discussions avec les États-Unis. Et que ce ne soit pas que la France Mais cet et Donald Trump. impérialisme, ce n'est pas de l'impérialisme, cela ? De vouloir annexer le Groenland, le Panama, de vouloir transformer le Canada en 51e État des États-Unis. Mais tout cela... N'est-ce pas de l'impérialisme ? Est-ce de l'impérialisme ? Je répète que je ne crois pas que les États-Unis aient comme priorité première ce niveau d'impérialisme-là. Je crois que nous sommes davantage dans la déclaration que dans l'intention concrète. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, et ça ne veut pas dire que Donald Trump 2 sera effectivement... Le même que Donald Trump 1. Exactement. Donc oui, il va falloir être lucide sur le fait que nous entrons dans une nouvelle ère. Parce qu'il n'y a pas que ça, Jean-Jacques Bourdin. Le monde a changé aussi entre Donald Trump 1 et Donald Trump 2. Je vais venir sur le monde qui change, déréguler, sur cette volonté de redessiner les cartes de l'Europe. Beaucoup de choses ont changé. Oui, beaucoup de choses ont changé. Mais on reproche tant à Poutine son impérialisme, à juste raison, en Ukraine. Si Trump fait la même chose... Vous comparez une agression illégale de Vladimir Poutine en Ukraine avec des déclarations aujourd'hui du président américain. S'il va au bout de ces déclarations, est-ce légal ou pas ? Avec des si, Jean-Jacques Bourdin, on peut faire beaucoup de choses. Je ne crois pas, et je le répète, que l'objectif de Donald Trump et des États-Unis soit l'annexion, et encore moins par la force, de territoires qui ne sont pas des territoires américains. Bien, puisqu'on parle d'ingérence, d'annexion, parlons d'Elon Musk. Oui. De l'ingérence, Elon Musk. Alors, l'ingérence dans les affaires européennes, politiques européennes. Alors je vous pose une question toute simple. Est-ce qu'Elon Musk est un danger pour nos démocraties européennes ? D'abord, qui est Elon Musk ? Est-ce qu'on parle de l'entrepreneur qui a fait, je crois, des choses assez géniales, que ce soit sur SpaceX, sur Tesla, et qui est d'ailleurs un industriel et un investisseur que nous souhaitons avoir en Europe sur ce plan-là. Mais aussi un libertarien, ne l'oublions pas. Ou alors, parle-t-on d'Elon Musk, d'abord, acquéreur d'un réseau social, un des plus importants au monde, donc c'est pas rien, ça confère une responsabilité nouvelle dans le débat public, ou alors encore, parle-t-on d'Elon Musk, futur membre de l'administration Trump. Et là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, parce qu'on voit bien effectivement qu'Elon Musk devient un homme politique, de fait. Et donc, là aussi, soyons prudents, mais vigilants et lucides. Est-ce que les propos d'Elon Musk sur l'AfD en Allemagne, sur le Premier ministre britannique, engagent le président élu américain, oui ou non ? Ça, ce sont des questions qui sont importantes. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui le porte-parole de Donald Trump ? Je ne le crois pas, je suis même sûr que non. Mais nous avons aussi là besoin d'être fermes sur les relations que nous devons avoir. Est-il aujourd'hui devenu un danger pour nos démocraties européennes ? Je crois que s'il s'agit d'ingérences répétées sur des choix souverains, que sont notamment les élections en Allemagne, mais qui peuvent aussi être... Il fait la promotion de son débat avec Alice Weidel, la chef de l'AfD. Oui, le président de la République a utilisé une expression que je trouve assez juste, c'est qu'il s'est mis lui-même, avec sa puissance de frappe de son réseau social et membre de l'administration Trump, à la tête, entre guillemets, d'une internationale réactionnaire. Je trouve que c'est assez juste. Ce ne sont pas nos idées. Et en Europe, on doit, notamment les démocraties libérales que nous défendons, défendre ces idées-là et nous... Alors est-il devenu un danger pour nos démocraties européennes ? C'est un adversaire sur l'idéologie. Ce n'est pas aujourd'hui un danger à proprement parler. Vous êtes sur X, je suis sur X. Si on veut que ce soit considéré comme tel, il va falloir bannir ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, il va falloir... C'est la menace brandie par Jean-Noël Barrot. C'est pas une menace, c'est rappeler que nous avons des outils législatifs qui existent et qui, évidemment, doivent ne rien interdire. La France peut interdire X ? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là, mais c'est quelque chose de possible. Et à un moment, encore une fois, il va falloir arrêter d'être naïf. Vous l'avez très bien dit. Le monde se dérégule. Le monde bouge à une vitesse folle. On ne peut pas être les derniers herbivores du pays à regarder ces rapports de force et cette nouvelle loi du plus fort s'opérer sans nous. Donc il va falloir répondre. Et s'il faut répondre par le bannissement d'un réseau social, honnêtement, on le fera. C'est pas ça la question. Mais aujourd'hui, on est le 9 janvier 2025. Il n'y a pas ce sujet-là à l'ordre du jour. Par contre, il y a la question que je pose à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. De quel Elon Musk parlons-nous ? Bien, Laurent Saint-Martin, dérégulation commerciale, dérégulation sociale, dérégulation dans l'information, des règles environnementales, dérégulation financière aussi et monétaire aujourd'hui. C'est ce que nous vivons, Laurent Saint-Martin. Alors, le Mercosur, c'est une forme de dérégulation, c'est du libre-échangisme. Et la France est
complètement opposé à cet accord. Oui. Confirmé. Oui, hein. oui. En l'état, oui. Même s'il peut être favorable à l'industrie française. On est bien d'accord. En l'état, l'accord du Mercosur n'est pas acceptable pour la France tant qu'il n'y aura pas, au minimum, le travail sur les clauses miroirs, sur les normes environnementales et sanitaires concernant les importations de bovins notamment, il ne peut y avoir d'accord français. Et la bataille n'est pas finie sur le Mercosur. Où en est-on de cette bataille? Parce que l'accord a été signé par l'Union européenne. Oui, mais enfin, l'histoire, et même récente, nous a démontré que quand on en est à ce stade, il y a encore beaucoup de rapports de force et beaucoup de travail à mener. Ce sera notamment mon job d'aller mener cette bataille-là. Je vais recevoir d'ailleurs l'ensemble des filières agricoles concernées. C'est très important de les écouter, de les entendre avec la ministre de l'Agriculture. Et nous avons besoin de continuer à mener cette bataille. La messe n'est pas dite. Mais comment menons-nous cette bataille? Où? On va la à mener. Bruxelles. On va évidemment la mener à l'échelle communautaire, parler à nos partenaires européens, parler aussi à nos partenaires sud-américains. Il y a, je crois, matière à défendre. La question de la minorité de blocage n'est pas arrêtée. La question du contenu de cet accord n'est pas définitif. Et donc, oui, je maintiens, la messe n'est pas dite concernant le Mercosur et nous nous battrons pour nos agriculteurs et pour nos éleveurs bovins en particulier. Le déficit commercial de la France est encore haut, même s'il baisse. On est à 7,3 milliards, je crois, pour le mois de novembre, 7,3 milliards de déficit. Vous avez le chiffre sur l'année 2024 ? Pas encore, il sortira au mois de février. Mais pourquoi est-ce qu'on est en déficit chronique? Il sera inférieur à celui de 2023. Je souhaite qu'il y ait une résorption du déficit commercial. Vous le savez. Je n'ai pas encore les chiffres sur 2024 parce qu'ils sont en train d'être consolidés. Ils arriveront sur le mois de février. Ce sont les douanes qui le consolident au début du mois de février. Donc ça sera dans quelques semaines. Ce que je peux vous dire, c'est que si on a un déficit chronique sur notre balance commerciale, c'est d'abord parce qu'on ne produit pas assez chez nous. Oui. Ce que vous produisez pas, vous l'exportez pas, vous le vendez pas ailleurs, vous êtes d'accord avec ça. Donc vous importez plus. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'abord et prioritairement de continuer cet effort de réindustrialisation. Quand vous ouvrez des usines dans votre pays, vous vous donnez les capacités d'abord d'être plus souverain sur votre production et puis de le vendre à l'export, à l'international et donc de réduire votre déficit commercial. C'est une vraie question de souveraineté, le déficit commercial. C'est pas qu'une question monétaire et de chiffres comptables. C'est une vraie question de souveraineté. Et donc, la prospérité d'un pays ne dépend pas tant de son solde commercial. Par contre, sa question de souveraineté et de réindustrialisation, oui. Donc on a besoin de poursuivre ce qui a été fait ces 7 dernières années. On a besoin de continuer à attirer des investissements du monde entier pour se dire que sur l'économie décarbonée, sur l'industrie, sur les véhicules électriques, sur l'hydrogène, sur toutes ces filières prioritaires, eh bien, la France doit devenir leader non seulement européen, mais l'un des leaders mondiaux là-dessus. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, par notre innovation, par notre recherche et développement et par la production retrouvée dans notre pays, nous arriverons à résorber ce déficit commercial. Pas autrement. Il ne faut pas raconter l'histoire, c'est pas par quelques contrats qu'on arrivera à résorber le déficit commercial. Reproduisons chez nous, faisons de la réindustrialisation une priorité, et là on pourra effectivement être excédentaire sur notre balance commerciale. Laurent Saint-Martin, vous avez été ministre du budget dans le gouvernement Barnier. Il y a des discussions budgétaires aujourd'hui engagées hier soir encore à Bercy entre le gouvernement, les socialistes et les communistes et les Verts. Et l'un des points de discussion, c'est la réforme des retraites. Est-ce qu'on se dirige vers une suspension de la mesure d'âge? Je crois que le Premier ministre a utilisé des termes choisis. Pas de suspension de la réforme, mais du dialogue pour regarder... De la mesure d'âge, je parle. Écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire s'il y a une suspension prévue de la mesure d'âge. C'est possible. Je crois que tout est sur la table. Je crois que donc tout est sur la table. Je crois que tout est sur la table. Je ne suis pas. Ce que vous me dites, tout est sur la table, ça veut dire c'est possible. Jean-Jacques Bourdin, Laurent Saint-Martin. Je vous dis ce que je sais. Je ne suis pas à la table des négociations. Non, ce n'est plus mon rôle aujourd'hui. Vous avez des informations à Bercy. Je vous dis que suspendre la réforme, les termes sont choisis. Suspendre la réforme n'est pas à l'ordre du jour. Je vais aussi vous dire autre chose, effectivement, en tant qu'ancien. Suspendre la réforme n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous suspendez, suspendre certains points de la réforme est peut-être à l'ordre du jour. Les paramètres de la réforme des retraites, vous l'avez eu à ces micros pendant des mois et des mois en 2023, vous les connaissez par cœur. Il y a la mesure, il y a la mesure d'âge, d'accord. Il y a le taux de cotisation ou il y a le niveau des pensions. Il y a pas, si vous faites du paramétrique, il n'y a pas 36 solutions. Que tout ça soit mis sur la table pour regarder, comme l'a dit le Premier ministre, s'il y a une solution alternative qui puisse mieux convenir à davantage de forces politiques que la version de 2023, oui, c'est effectivement les discussions qui peuvent avoir lieu. Et ça ne doit pas avoir lieu qu'à Bercy. Vous avez Catherine Vautrin et Astrid Panosyan-Bouvet qui sont aussi en lien quotidien avec les organisations syndicales et patronales, avec les partenaires sociaux. Ça avance dans la bonne direction pour vous là-dessus. Vous savez, est-ce que ça avance dans la bonne direction pour éviter la censure? Alors, deux choses. Il y a la stabilité politique et la trajectoire financière. Vous
comprenez bien que c'est un chemin de crête qui doit être trouvé de la même façon que le gouvernement de Michel Barnier cherchait à trouver ce chemin de crête. La stabilité politique, je vais vous dire quelque chose en tant que ministre aussi de l'attractivité de notre pays, c'est extrêmement important. Ceux qui regardent la France dans le monde, il ne faut jamais l'oublier, nous ne sommes pas dans un bocal tout seul. Ceux qui regardent la France à l'international nous regardent aussi pour la capacité maintenant à se stabiliser politiquement. Et donc c'est très important. Et donc il va falloir trouver des compromis. Et je crois, notamment le Parti socialiste, puisque c'est quand même celui qui est aujourd'hui au cœur des négociations sur ces sujets-là, a davantage compris, peut-être que ces derniers mois, que la stabilité politique devenait prioritaire. Et que donc nous devrons trouver le meilleur compromis entre une trajectoire de redressement des comptes... Le compromis, nous sommes proches d'un compromis, franchement. Je le souhaite. Vous le croyez ? Oui, je le crois. Je le crois parce que nous sommes dans une situation où personne n'aurait intérêt à créer une instabilité politique chronique dans notre pays. Absolument personne. À part peut-être certains ingénieurs du chaos comme les Insoumis. Dans une très grave crise politique. Je le crois, qui pourrait avoir des conséquences sur une crise financière et sur une crise de tous les sujets qu'on a vus tout à l'heure, dans un monde qui bouge et qui ne nous attend pas. Pardon, mais Donald Trump, il ne va pas se demander si la stabilité politique française est au rendez-vous pour agir. Plus il y aura d'instabilité en France et en Europe, plus ce sera évidemment une opportunité pour nos adversaires commerciaux notamment d'agir fort contre nous. Et donc nous avons besoin de cette stabilité politique et donc nous avons besoin d'un budget. C'est la priorité absolue aujourd'hui au plan national. Nous avons besoin d'un budget. Je crois profondément que le groupe et le Parti socialiste ont compris cela. Et les discussions qui sont en cours avec le ministre de l'économie, avec la ministre des comptes publics et avec évidemment le Premier ministre et tous les ministres concernés ont vocation à aboutir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je le souhaite profondément. Je ne peux pas vous le dire évidemment avec certitude. C'est le principe des discussions, c'est le principe des négociations. Oui, je le crois. Je le crois parce que chacun a compris la responsabilité qui était la sienne. Laurent Saint-Martin, dans le budget, vous avez été ministre du budget, et ça concerne maintenant votre nouveau ministère, la hausse de la flat tax. Oui. Le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Apparemment, le nouveau ministre de l'économie est favorable à une hausse de la flat tax. Vous aussi ? Ce que nous avions proposé dans le budget initial avec Michel Barnier, c'était une contribution différentielle sur les hauts revenus qui pouvait effectivement faire augmenter ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire la fiscalité sur les revenus du capital. Un peu, pas beaucoup, parce que c'est aussi un enjeu d'attractivité. 30%, passer de 33, 34%, pour certains revenus, bien sûr, seulement à partir, vous vous souvenez des seuils, seulement à partir de 500 000 euros de revenus pour un couple, donc on était quand même sur les très hauts revenus, etc. S'il y a cette mesure qui est reprise évidemment par le ministre de l'économie et la ministre des comptes publics, moi je crois que c'est une bonne chose, à partir du moment où c'est une mesure de justice fiscale. En fait, c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet. C'est pas une question de taux d'imposition, c'est une question de justice fiscale, et avec un point de vigilance, mais je sais qu'Éric Lombard le porte également, puisqu'il connaît bien la vie des entreprises et de l'attractivité de notre pays, avec un point de vigilance qui est effectivement celui de ne pas casser ce qui a fait la force de notre politique d'attractivité, de notre politique de l'offre ces 7 dernières années. Laurent Saint-Martin, j'ai une dernière question qui n'a rien à voir, mais elle vous concerne en tant que ministre, membre du gouvernement, responsable politique. Est-ce que vous approuvez Bruno Retailleau qui souhaite interdire le port du voile aux mères accompagnatrices dans les sorties scolaires ? C'est un débat que nous avons dans notre pays depuis très longtemps, probablement depuis 2004 de façon incessante. Je crois que la laïcité, ce n'est pas cela, c'est ma conviction personnelle. Je crois que la laïcité, c'est très clairement au sein des établissements. Je pense qu'on ne peut pas demander aux mères accompagnatrices de voir le voile interdit. Et je crois que le débat n'est pas là dans notre pays. Et je crois que ce serait se tromper de priorité que le faire sur le sujet des mères accompagnatrices qui, vous savez, moi j'ai été élu à Villeneuve-Saint-Georges, à Valenton, dans un certain nombre de quartiers où beaucoup de mères accompagnatrices sont voilées. Et je peux vous assurer que si vous n'avez pas ces mères-là présentes, vous n'avez pas les sorties. Et pardon, mais c'est un sujet très concret dans la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens. Et je crois qu'il faut rester assez clair, mais très ferme sur les règles de la laïcité avec la loi de 2004. C'est-à-dire être extrêmement clair et ferme au sein des établissements scolaires et s'en tenir à l'application de ces lois-là. Je vous dis ça, Laurent Saint-Martin, au-delà de la déclaration de Bruno Retailleau, parce que je me souviens d'une interview que j'avais conduite avec Edwy Plenel, du président de la République, Emmanuel Macron, en 2018. Je lui avais posé la question, il m'avait répondu « Le voile n'est pas conforme à la laïcité ». Voilà ce que m'avait répondu Emmanuel Macron. Mais le voile n'est pas conforme à la laïcité dans le cadre de la laïcité. Dans l'espace public, que vous le vouliez ou non, le voile est autorisé. Voilà. Et il s'agit de respecter
les règles strictes de la loi de 1905, de la loi de 2004, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, je crois que nous avons un arsenal législatif qui est le bon sur ce sujet-là. La question du séparatisme, la question de comment est-ce qu'on fait davantage société et nation ensemble là-dessus, elle ne passe pas, je crois, par ces mesures-là. Une dernière question, est-ce que les Français d'Algérie se sentent en danger? Je ne le crois pas. Les Français qui vivent en Algérie, aujourd'hui, vu les tensions qu'il y a entre la France et l'Algérie, est-ce que les relations commerciales ont changé aussi? C'est surtout les relations diplomatiques d'abord, Oui, qui se diplomatiques, sont évidemment dégradées. Vous faites évidemment référence au sort de Boualem Sansal et puis aux échanges entre les gouvernements algériens et français. Bien sûr, on ne peut pas dire que l'ensemble de nos ressortissants français en Algérie seraient en danger, sinon, évidemment, les mesures seraient prises en fonction. En revanche, vous évoquez évidemment, et vous sous-entendez la question de Boualem Sansal là-dessus. Oui. Et je crois qu'il faut être très très clair là-dessus, que son emprisonnement est scandaleux, ne doit pas avoir lieu, que la France réclame évidemment sa libération, surtout au vu de son état de santé, et que c'est aujourd'hui la priorité, puisque c'est le cas d'espèce qui trouble beaucoup de nos concitoyens, et à raison là-dessus, et que donc nous continuons à appeler sa libération. Merci à vous, Laurent Saint-Martin. Il est 8h57, Patrick Roger, juste après les informations de 9h.